Chapitre 25. Encore une défaite pour l'Occident. Ils rentrèrent à Papeete vers 10 heures du matin. Con laissa Maeva chez une copine. Elle allait raconter à cette dernière, avec tous les détails, le grand amour d'une heure qu'elle avait vécu sur la plage avec un tanné, dont elle ne se rappelait plus le nom, ni le visage, et s'arrêta pour boire un café au Mickey's. Il était installé à la terrasse et regardait d'un œil critique la statue de Gauguin, œuvre d'un sculpteur académique de Paris, qu'on était en train de fignoler lorsqu'il vit le petit Ivao, plus connu sous le nom de Yo-Yo, passer au galop devant lui et s'arrêter, les yeux exorbités, devant la caserne des sapeurs-pompiers. Au lieu d'entrer, il demeura là, au milieu de la place. Il avait l'air ahuri, comme s'il avait brusquement perdu ses esprits et ne savait plus où il se trouvait. Yo-Yo était un petit Haïtien de 19 ans, avec du sang français, grec, islandais et suédois dans les veines. Le sang des Vikings faisait en général les meilleurs Maoris, les plus doués pour la navigation. La plupart des familles tahitiennes anciennes avaient des noms anglo-saxons, et Yo-Yo Williams était un descendant direct du capitaine qui avait débarqué à Tahiti au XVIIIe siècle avec une légère grippe et avait ainsi provoqué une épidémie qui avait décimé la population de l'île en quelques semaines. Depuis, les Williams avaient représenté la population de Polynésie dans toutes les assemblées politiques françaises. Qu'est-ce qui se passe? Williams jeta à Con un regard épouvanté. Les pompiers! Les pompiers! Il y a le feu quelque part? Où ça? Chez la petite Danoise. Vous savez, le mannequin de Paris. On ne peut pas la laisser comme ça. Bon Dieu, tu vas t'expliquer. Il saisit Yo-Yo au collet, le secoua fortement. Le malheureux parvint enfin à s'exprimer d'une manière à peu près cohérente. Ce n'était certes pas la première fois qu'un événement semblable se produisait à Tahiti. Mais le cas était particulièrement affligeant. La petite était gentille, assez touchante même, dans le genre paumé. Les pompiers! Il faut appeler les pompiers! Bredouillait Yo-Yo Williams. On peut pas la laisser comme ça fait honte! Va chercher le vétérinaire. Je vais m'occuper du feu. Il faut de la discrétion. La môme ne pourra plus se montrer dans la rue, si ça se sait. Le pharet que la famille Williams avait loué à la Danoise était situé au-dessus du village de Faa, au milieu d'une plantation de bananiers. Con sauta sur sa moto et remonta la colline, cependant que Yo-Yo cavalait à la recherche du docteur Moreau. Con se faisait des reproches. S'il avait pris la peine de coucher avec la petite, la catastrophe ne se serait pas produite. Mais on ne pouvait pas lui demander de jouer les bons samaritains, et Maeva prenait toujours la précaution de le désamorcer dès le matin, si bien qu'en dehors de quelques sujets exceptionnels, capables d'éveiller son inspiration artistique, il n'était pas en mesure de se dépenser sans compter. Il avait bien hésité, un moment, lorsqu'elle lui avait adressé un sourire timide et déjà inquiet, mais Con n'aimait pas le genre mannequin. Ces mômes-là étaient toujours trop maigres. Au dernier moment, on avait envie de leur donner à manger. On avait l'impression de jouir avec la famine en Inde. Il aurait tout de même pu faire un petit effort et se reprocher d'avoir manqué d'humanité. À présent, la petite était dans tous ses états, victime d'un choc psychologique, ressenti à des divers degrés par toutes les femmes blanches qui arrivaient à Tahiti, une perte soudaine de personnalité féminine et d'identité qui les affolait complètement. Le phénomène était bien connu des spécialistes et un chapitre entier lui était consacré dans Exotisme et sexualité du professeur Lothar Angus. Prenez une fille sortie des salons de beauté parisiens ou américains et transportez-la au paradis terrestre. Elle perd immédiatement ses couleurs, s'éteint, s'efface, disparaît, devient du blanc, du délavé et du décoloré. La splendeur exotique des poses et des formes, des visages et des cheveux des Tahitiennes, et le paysage tout entier, éclatant de couleurs, la réduisent par contraste à l'état de sous-produit industriel mal en point. Tout cet Elle magazine dont elle est issue devient dans la lumière de la Polynésie un artifice qui n'arrive plus à dissimuler une nature physique pauvre et démunie, laquelle passe brusquement aux aveux et rappelle aux touristes toutes les vitrines de la rue de Sèvres, du faubourg Saint-Honoré ou de la 5e avenue, ce qui leur donne l'impression d'avoir gaspillé le prix du voyage. La peau la plus douce dans cette confrontation avec le brun doré et l'ocre commence à ressembler à quelques mâles blancs. Or, les hommes venaient à Tahiti à la recherche de l'exotisme, du primitif et du mythologique. Et la vue d'un article de Paris, même le plus soigné dans la présentation, les faisait fuir. La Tahitienne triomphait sur toute la ligne, à chaque compétition, et sans difficulté. Le mythe qu'ils apportaient avec eux était infiniment plus puissant que la réalité qu'ils serraient dans leurs bras. À l'arrivée des bateaux des marquises et des Tuamotu, les maris et les amants de la femme occidentale désodorisée bavaient d'attendrissement à la vue des pieds sales et des touffes de poils sous les aisselles. La femme blanche, dans ces conditions, afin de lutter avec ces déesses mythologiques, était obligée de se réfugier dans la technique, ce qui était une arme d'autant plus dérisoire que le Popaa ne venait pas
à Tahiti, pour se plonger dans la sexualité, mais dans la légende des mers du Sud. La fille, la plus choyée à Paris, subissait ainsi, en arrivant à Tahiti, une sorte de banqueroute dans laquelle elle perdait tous les investissements psychologiques qu'elle avait faits dans l'idée qu'elle s'était formée d'elle-même. Si elle ne prenait pas immédiatement la fuite, elle se mettait parfois à livrer un combat désespéré pour l'honneur contre ses rivales exotiques, se lançant dans de véritables surenchères sexuelles, si bien que les filles les plus orgueilleuses et les plus difficiles à décrocher à Paris ou à New York se mettaient à coucher avec n'importe qui, uniquement par amour-propre et pour se rassurer sur elles-mêmes. Karen était arrivée à Tahiti 6 semaines auparavant, pour des photos de mode. Et 10 minutes après l'atterrissage de l'avion, dès que les premiers vainés préposés à l'accueil des touristes apparurent avec leurs guirlandes de fleurs, elle avait cessé d'exister. Pas une invitation à dîner, pas un regard admirateur, pas une candidature. Con la voyait dîner seule à la terrasse de l'hôtel, faire en vain ses meilleurs effets vogue sur la plage, cependant que ses compagnons de voyage se ruaient sur les filles du port, afin de goûter dans leurs bras l'authenticité des amours adamiques. Con lui avait souri une fois ou deux, par grandeur d'âme, mais sans aucune intention. Cependant, incapable comme toujours de résister à la vue d'un chien battu, il était venu s'asseoir à sa table. Il portait des espadrilles crasseuses, un jersey très propre à l'emblème du Royal Club de quelque part, qu'il avait fauché sur un yacht anglais où il était allé fouiller à la recherche de cigares en l'absence du propriétaire. Il avait naturellement sa casquette. Il y tenait, furieusement. Il était capable de créer des océans, uniquement pour porter sa casquette de capitaine au long cours. Permettez-moi de me présenter, capitaine O'Hara. Karen Sorensen, enchanté. Elle lui tendit une main aux ongles manucurés et si longs que Con les jugea immédiatement inaptes aux caresses, sinon carrément dangereux. Sur le front de mer, elle paraissait avoir été découpée dans un de ces journaux de mode qui réussissent si bien à transformer les femmes en articles d'une science-fiction pharmaceutique et hygiénique, qu'il semble finalement œuvrer à quelque prodigieuse et imminente réhabilitation de la crasse. Tout était tellement prémédité, calculé, soigné, frotté, recouvert, arrangé et maquillé que la moindre érection là-dedans devait faire l'effet d'une brique lancée dans une vitrine. Le revêtement de crème, de parfums, d'essence pour et d'essence contre, de lacs et de vernis qui couvraient sa surface, laissaient pressentir vaguement d'autres produits de beauté insoupçonnés, enfouis dans ses profondeurs. La seule curiosité sexuelle qui vous restait était de savoir si vous alliez sortir de là parfumé par Lanvin, Hélène Rochas, Dior ou Schiaparelli. Il s'était quand même assis à sa table. Il y avait, derrière tout cet étalage d'artifice, une pauvre fille qui ne comprenait pas comment, elle, une des reines de Paris, avait pu perdre ainsi soudain tous ses attraits aux yeux des hommes. Il écouta d'une oreille distraite le babillage de la petite, laquelle se surpassait dans des efforts de conversation sophistiqués, afin de bien marquer sa supériorité sur toutes ces paysannes tahitiennes de la rue, avec leur œil de cyclope qui se laissaient deviner à chaque mouvement des cuisses. Je trouve cela odieux. Des gens civilisés, éduqués, dès qu'ils arrivent ici, on dirait des bêtes. Ils le savent d'ailleurs. Ils en ont tellement honte qu'ils m'évitent. Certains des passagers de l'avion qui me faisaient une cour effrénée se sont immédiatement collés avec des filles à soldats. Ils n'osent même plus me regarder. Con sentait sa bonne volonté fondre à vue d'œil. Il se leva. Excusez-moi, j'ai un de mes diesels qui me donne des soucis. Mon mécanicien est dessus, mais vous savez, l'œil du maître. Il avait aperçu, depuis, 2 ou 3 fois, découpant sur fond de cocotier sa silhouette de mode, en compagnie de quelques touristes distingués de 65 ans, auxquels il ne restait plus que la distinction. Il compatissait, de loin. Il devait y avoir quelque chose de terrible pour la cover girl la plus recherchée de Paris, à être ainsi battue à plate couture par des filles dont l'attrait principal était un aveu clairement affirmé de leur féminité animale. Mais il n'avait jamais imaginé que la petite allait engager avec ses rivales une lutte aussi résolue et qu'elle irait si loin pour se rassurer sur elle-même et sur son pouvoir de séduction. Il arrêta sa moto au sommet de la colline à l'entrée de la plantation Williams. On avait de là une vue superbe sur les équipages blancs du surf lancés à toute vitesse contre la barrière de corail. Dans le jardin, il y avait une dizaine de jeunes Tahitiens en train de récupérer. Le pharet était bâti sur pilotis. Con laissa sa moto sous un flamboyant et monta l'escalier. Les stores de Pandanu étaient baissés et l'intérieur du bungalow baigné dans la pénombre. La première chose dont il prit conscience fut une odeur de porcherie.
L'espace d'une seconde, il demeura paralysé, la mâchoire inférieure pendante, ouvrant une gueule béante d'étonnement et presque de frousse, préoccupé seulement de ramener à leur place traditionnelle ses yeux qui lui sortaient de la tête. Il devait être au moins une vingtaine de tannées là-dedans, et l'idée qu'ils avaient affaire à une fille en état d'inconscience et en pleine crise d'hystérie n'avait évidemment effleuré aucun de ces cœurs simples qui se pressaient autour du lit et rigolaient en attendant leur tour. Les yeux de Karen étaient fixes, vitreux, et elle regardait le plafond, la bouche entr'ouverte, laissant échapper à intervalles réguliers, du fond de sa gorge, une sorte de petit cri de poupée mécanique. Il était évident que cette bataille menée par l'article de Paris contre le mythe de la Veinée durait déjà depuis plusieurs heures. Cohn, malgré son bagage littéraire et sa connaissance de toutes les odes consacrées aux rites dionysiaques du paradis terrestre et à l'innocence des amours adamiques, se sentit insulté, jusqu'à une profondeur qui devait vraiment être abyssale, puisqu'elle parvenait à toucher son sens de la dignité humaine. Il se rua en avant, la barbe hérissée, l'injure aux lèvres, décrochant un coup de savate magistrale aux tannés trop occupés par devant pour songer à ce qui pouvait lui arriver par derrière. Ceux des fils de la nature qu'il avait réussi à intercepter dans leur course vers les portes et les fenêtres protestaient de bonne foi, les larmes aux yeux. Les copains leur avaient dit « Il y a là une popa à qui on demande !» Elle est donc expliquée à ces âmes simples que la petite avait fait une crise nerveuse, relevant de la médecine, et non des jeux de l'Éden, et qu'elle avait engagé la lutte contre le mythe tahitien de la Veinée pour défendre son honneur de femme, avec toute l'énergie du désespoir et de l'amour-propre blessé. Déjà, Karen, à demi consciente, était assise sur le lit, en train de se refaire une beauté avec des gestes d'automate. Le toubib diagnostiqua un état de choc et fit subir à l'article de Paris une cure de sommeil qui fut suivie, fort heureusement, d'amnésie partielle. La presse de Paris annonça que la célèbre cover girl avait été assommée par une noix de coco et était demeurée 3 jours dans le coma. On publia sa photo en première page, vêtue d'un ensemble Saint-Tropez, sur un fond de cocotier, où traînait une pirogue et un joueur de guitare pittoresque et souriant. Pendant les 8 jours qui suivirent l'affaire, Cohn fut incapable de se comporter. Cela ne lui était encore jamais arrivé, pas même après la lecture du compte-rendu historique de l'extermination des Juifs par les nazis, avec documents photographiques à l'appui. Mais Eva pleurait. Toutes les copines qu'elle avait appelées à l'aide obtinrent à peu près autant de résultats que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Cohn gueulait qu'il allait se suicider. La nouvelle fit le tour de l'île. Il marchait nimbé d'une auréole de martyr et de sainteté. C'était la joie chez les Mormons, qui annonçaient à leurs ouailles que Dieu ne ratait jamais sa cible et les invitait plus que jamais à s'abstenir de fumer et de boire du café. Ce fut seulement à l'aube du 9e jour que Cohn, en se réveillant, constata qu'il avait repris ses esprits. « Tu vois, Gégène, que tu te faisais de la bile pour rien, » lui dit Maëva, après que Cohn se fut comporté avec elle 3 fois. La première fois contre les tanks russes à Prague, la deuxième fois contre les discriminations raciales, et la troisième fois contre le mur de Berlin. Pourquoi que tu gueules toujours comme ça, lorsque tu es content ? Demanda Maëva. Le pouvoir des cris est si grand qu'il brisera les rigueurs décrétées contre l'homme, cita Cohn. Kafka. Viens, on va célébrer ça. Je t'emmène bouffer chez le Tongvat.